Bonjour, dans cette vidéo, je vais illustrer la puissance déductive de Prolog en prenant comme exemple l'utilisation de termes fonctionnels pour représenter des entiers naturels. Je vous propose de représenter les entiers à l'aide de deux symboles. Petit s pour successeur et petit z pour l'entier 0. Donc petit z, et je précise qu'il s'agit d'une minuscule parce qu'en Prolog, les majuscules sont utilisées pour les variables, or ici c'est une constante fonctionnelle, représente donc l'entier 0, et le symbole petit s s'interprète comme la fonction successeur, c'est-à-dire la fonction qui à tout entier naturel x associe x plus 1. On peut donc représenter avec ces deux symboles fonctionnels tous les entiers. 0 est représenté par petit z, 1 est représenté par le successeur de 0, donc s de z, 2 par le successeur de 1, s de z, 3 par le successeur de 2, s de z, etc. Spécifions un prédicat somme d'arité 3 qui s'interprète comme la relation entre deux entiers et leur somme. Pour ce faire, nous allons utiliser deux clauses. La première clause correspond au cas trivial. C'est une clause non récursive. Elle nous dit que la somme d'un entier x et de 0 est égale à cet entier x. Mathématiquement, x plus 0 égale x. La deuxième clause correspond au cas général. Elle nous dit que x plus le successeur de y est le successeur de x plus y. Mathématiquement, x plus y plus 1 égale x plus y plus 1. L'expression Prolog se lit de droite à gauche et ce symbole est la représentation de l'implication logique, mais à l'envers. Donc, pour lire correctement cette clause, on doit dire si la somme de x et de y vaut r, alors la somme de x et du successeur de y est le successeur de r. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de bien décortiquer cette clause et en comprendre le sens. La spécification complète du prédicat somme est reprise ici avec la clause représentant le cas trivial, non récursive, et la clause qui nous parle du cas général, qui est récursive. Ceux d'entre vous qui connaîtraient les axiomes de Peano, qui modélisent les nombres entiers, plus exactement qui modélisent l'arithmétique standard sur les entiers naturels, ont peut-être reconnu à travers ces deux clauses les deux axiomes qui, dans cette théorie axiomatique de Peano,
modélise l'addition. Le premier axiome de Peano pour l'addition, c'est pour tout x, somme de x et de 0 est égale à x. Ça correspond à notre première clause du prédicat somme. Et puis le deuxième axiome de Peano relatif à l'addition nous dit que pour tout x et pour tout y, somme de x et du successeur de y est égale au successeur de la somme de x et de y. Ce qui correspond à notre deuxième clause, celle que j'ai appelée le cas général. Mais attention, il y a quand même une différence entre la modélisation que je viens de proposer en prologue et celle de Peano. Dans Peano, somme est un symbole fonctionnel, alors que dans la modélisation prologue que nous venons de voir, somme est un prédicat, un symbole de prédicat ou symbole relationnel. Dans Peano, le seul symbole de prédicat est égal. Et donc, d'un point de vue logique, ces axiomes nous disent bien la même chose que ce que nous disent les clauses prologues, mais la modélisation prologue, que je reprends ici, vous voyez, est différente. Ici, on a somme qui est un prédicat, plus exactement un symbole de prédicat, alors que dans l'axiome de Peano, somme n'est pas un symbole de prédicat, c'est un symbole fonctionnel. C'est donc une approche un petit peu différente, une reformulation des axiomes de Peano, qui fonctionne bien en prologue, alors que si on essaye en prologue de modéliser somme avec un terme fonctionnel, eh bien, en tout cas, je n'ai pas réussi personnellement à obtenir un résultat satisfaisant. Alors maintenant, je vous propose de regarder comment on peut utiliser notre prédicat somme. Dans ce premier exemple, qui se présente sous la forme d'un but que Prolog va essayer de satisfaire, eh bien, les deux premiers slots du prédicat somme sont utilisés comme entrée. Dans le premier slot, on met la valeur 2. Dans le deuxième, la valeur 3. Ces valeurs sont représentées avec la convention que nous avons vue utilisant les termes fonctionnels S et Z, petit s et petit z, pour ne pas les confondre avec des variables. Et puis le troisième slot est utilisé en sortie avec la variable grand R qui recevra le résultat. Et le résultat de l'évaluation de ce but, eh bien, c'est le terme fonctionnel qui représente la valeur 5. Donc, le but, en exploitant simplement les deux clauses qui spécifient le prédicat somme, a bien réussi à fournir le résultat 5, c'est-à-dire à calculer 2 plus 3. Mais ce qui est intéressant, c'est que le prédicat somme est réversible. Dans ce deuxième but, j'utilise toujours le premier slot en entrée, mais le deuxième slot en sortie et le troisième slot en entrée aussi. Ce but demande à Prolog que faut-il ajouter à 2 pour obtenir 3. Il réalise donc non pas une addition mais une soustraction. Et ça fonctionne parfaitement puisque le résultat est la valeur 1. Dans cet autre exemple, cette fois-ci, c'est le premier slot qui est utilisé en sortie et le deuxième et le troisième en entrée.
je demande à Prolog ce qu'il faut ajouter à 1 pour obtenir 3. Il me répond 2. Là encore, l'évaluation a donné le résultat attendu. Et alors, on peut aller encore plus loin, toujours avec le même prédicat défini par seulement 2 clauses, comme nous l'avons vu auparavant. Bien, ici, dans ce but, le premier slot est utilisé en sortie, le deuxième en sortie aussi. Donc je donne tout simplement dans ces slots des variables non instanciées. Et j'utilise en entrée avec la valeur 3, le troisième slot. Et Prolog va rechercher toutes les manières possibles de satisfaire le but, c'est-à-dire tous les entiers naturels A et B, tels que A plus B vaut 3. Et je vais obtenir successivement les résultats suivants. A égale 3 et B égale 0. A égale 2 et B égale 1. A égale 1 et B égale 2. Et A égale 0 et B égale 3. Donc ça, c'est vraiment une force de Prolog qui est tout à fait remarquable. C'est qu'à partir d'une même spécification d'un prédicat, ce qui fait office d'un programme dans le langage de programmation Prolog, eh bien, on a plusieurs possibilités d'utilisation, un certain degré, je dirais, de réversibilité, dans le sens où certains slots, comme ici le premier, le deuxième ou le troisième, peuvent être utilisés en entrée ou en sortie. On verra un petit peu plus tard que cette réversibilité a quand même certaines limites, mais ici, pour ce prédicat somme, elle fonctionne quand même extrêmement bien. Alors pour améliorer simplement l'utilisation de notre prédicat somme, je propose ici de définir, de spécifier un prédicat I to F qui va permettre de convertir un entier représenté de la manière standard en base 10 en sa représentation fonctionnelle avec les symboles petit z et petit s. Et donc, ce prédicat de conversion est spécifié à l'aide de 2 clauses. La première ici représente le cas trivial. Elle nous dit que la représentation fonctionnelle de 0 est petit z. La deuxième clause, ici, est le cas général. Elle se lit de droite à gauche, comme toute clause Prolog complexe, et elle nous dit que si y est la représentation de n-1, donc c'est décomposé en 2 étapes. Si m vaut n-1 et que y est la représentation de m, alors la représentation de n est le successeur de y. Donc ça, c'est le cas général. Alors, encore une fois, prenez le temps qui vous est nécessaire pour bien décortiquer la spécification de ce prédicat en arrêtant au besoin la vidéo. Maintenant, comment s'utilise ce prédicat? Voici un exemple de but dans lequel on utilise en entrée le premier slot et en sortie le deuxième. Donc concrètement, on va mettre un entier en représentation décimale standard dans le premier slot, une variable dans le deuxième slot, et après évaluation du but, on va remonter dans la variable la représentation de l'entier donné dans le premier slot sous la forme d'un terme fonctionnel, ici 3, eh bien, a pour traduction successeur de successeur de successeur de 0, noté S de S de S de Z. Alors ce prédicat I to F n'est pas réversible, il est conçu pour utiliser systématiquement le premier slot en entrée et le deuxième en sortie. Une des raisons
pour lequel il n'est pas réversible, c'est d'abord l'utilisation de ce coupe-choix ici, qui évite, lorsque on veut convertir 0, d'aller essayer une autre manière que simplement le replacer par grand Z, donc qui empêche Prolog d'essayer de satisfaire alors la deuxième clause du prédicat. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que le is qui est utilisé pour réaliser un calcul arithmétique n'est pas réversible. Il ne fonctionne que si les variables qui apparaissent à sa droite sont toutes instanciées, ont déjà toute une valeur au moment de l'évaluation. Donc pour cette raison, notre prédicat i2f n'est pas réversible, et si on veut faire la conversion dans l'autre sens, on va devoir tout bêtement utiliser un autre prédicat que j'ai nommé f2i avec sa clause triviale qui indique que l'entier représenté par petit z est 0. Z représente l'entier 0. J'aime bien indiquer par une phrase en français ce que dit chaque clause. Il me semble que c'est un bon exercice qui permet de bien assimiler les bases de Prolog. Et puis ici, la clause qui représente le cas général, la clause récursive, nous dit que si y est un terme fonctionnel qui représente l'entier m, alors le successeur de y, s de y, représente l'entier m plus 1. Mais ici, pour dire m plus 1 en Prolog, on a été obligé d'utiliser le is. Donc, je vous laisse regarder d'un peu plus près, prendre le temps peut-être de mettre en pause la vidéo pour bien scruter, pour bien disséquer cette clause qui, dans sa partie droite, donc dispose de deux sous-buts. Le premier qui nous dit que m est l'entier dont y est la représentation fonctionnelle. La deuxième qui calcule m plus 1 et instancie n avec, de manière à permettre le fonctionnement donc de l'évaluation qui va, à partir du successeur de y, nous donner l'entier n. Alors, si on regarde un exemple de but, bien, on va utiliser le premier slot en entrée, mais cette fois-ci, on va y mettre un terme fonctionnel, et le deuxième slot en sortie. On utilisera donc une variable non instanciée. Ici, on veut convertir le terme de fonctionnel s de z en une représentation décimale, et on obtient bien le résultat r égale 2. Mais c'est justement le fait de travailler avec des entiers en décimale et d'être soumis aux limitations de l'évaluation par is qui nous a empêché de faire un unique prédicat réversible qui permettrait de faire la conversion dans les deux sens. Alors voici un exemple d'utilisation de notre prédicat somme avec nos deux prédicats de conversion. Ici, je veux additionner 103 et 27. Je vais utiliser le prédicat de conversion d'un entier noté dans son format décimal standard. Donc, je vais convertir cet entier en un terme fonctionnel grâce à i2f. i2f de 103,a va instancier a avec la représentation fonctionnelle de 103, qui est quelque chose qui comporte 103 fois le symbole fonctionnel s et dont l'affichage à l'écran serait difficile à interpréter. Ensuite, dans le même but, je vais convertir l'entier 27 dans sa représentation fonctionnelle, qui va remonter dans la variable grand B. Puis, je vais calculer la somme de grand A et grand B, les représentations fonctionnelles de 103 et de 27, avec résultat dans grand C qui est utilisé ici en sortie.
Et puis je vais convertir grâce au prédicat f2i le terme fonctionnel grand C en une valeur entière qui va être donc une représentation décimale d'un entier naturel. Et en l'occurrence, je vais avoir le résultat de 103 plus 27 qui nous donne 130. Mais je vais avoir ce résultat de manière plus lisible sans avoir à interpréter, je dirais, à l'œil nu des termes fonctionnels relativement longs. Alors je précise ici que le but de tout ça, c'est vraiment d'illustrer la puissance déductive de Prolog, de regarder comment on utilise en Prolog des termes fonctionnels, comment on spécifie des prédicats qui font des raisonnements sur des termes fonctionnels. Le but n'est pas vraiment de calculer efficacement des additions, parce que ça, Prolog sait le faire, mais il sait le faire avec le prédicat is, qui a certaines limitations et qui empêche de faire des choses réversibles. Alors après avoir spécifié en Prolog la somme de deux entiers naturels, c'est évidemment très intéressant de s'intéresser cette fois-ci au produit. Et on va le faire avec deux clauses. Une clause qui nous parle du cas trivial et qui nous dit que le produit de n'importe quel entier avec l'entier 0 noté petit z, eh bien c'est l'entier 0. Mathématiquement, x fois 0 égale 0. Et puis, le cas général spécifié par cette clause qui nous dit que si le produit d'un entier x et d'un entier y est p, et que la somme de cet entier p avec x est r, alors le produit de x avec le successeur de y est r. En temps réel comme ça, à la vitesse où je le prononce, il est tout à fait naturel que vous ayez du mal à suivre. Ce que je vous conseille, une fois encore, c'est de mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de bien digérer tout ça. On peut remarquer ici que l'appel récursif est en deuxième position, alors que l'appel au prédicat somme, l'invocation du prédicat somme est en première position, et on pourrait légitimement se demander si ça fonctionne lorsqu'on inverse les deux. J'ai fait l'essai et j'ai constaté que ça fonctionnait, mais que après l'affichage du résultat, on pouvait, selon la manière dont on utilise le prédicat, obtenir une boucle infinie, alors que dans cet ordre-là, c'est-à-dire d'abord l'invocation de somme, puis l'invocation récursive du prédicat prod, j'ai obtenu, y compris dans le cas du calcul d'une division avec ce prédicat produit, quelque chose qui fonctionnait bien et qui ne partait jamais dans la nature. Donc j'ai adopté cet ordre pour les deux sous-buts de la partie droite de la clause récursive, donc du prédicat prod. Donc ici, je reprends la spécification complète de ce prédicat produit avec la clause qui nous parle du cas trivial et la clause qui nous parle du cas général. Et je précise encore que ces deux clauses sont fortement inspirées des deux axiomes qui modélisent le produit dans la théorie axiomatique de Peano et que vous avez ici. Pour tout x, prod de x et de 0 est égal à x. Et pour tout x et pour tout y, prod de x et de suc de y est égal à la somme de prod de x, y et de x. Vous pouvez donc constater la ressemblance entre la spécification Prolog et ces deux axiomes de Peano, mais attention, c'est très important, dans les axiomes de Peano, prod est un symbole fonctionnel, alors que dans la spécification Prolog, prod
est un symbole de prédicat, aussi appelé symbole relationnel. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une arité 3 pour le prédicat prod, parce qu'on relie les deux entiers et leur somme, alors que le terme fonctionnel prod de la spécification de Peano a une arité 2 parce qu'il est fonctionnel et le résultat s'interprète. Ce terme s'interprète comme le résultat du produit. Donc c'est quand même, d'un point de vue logique, des formulations équivalentes, mais en prologue, je suis parvenu à faire parfaitement fonctionner et obtenir tout ce que je voulais avec cette spécification sous forme, ou dans laquelle donc le produit est un prédicat, alors que j'ai pas pu, et même pas essayé, vu que j'avais échoué avec la somme, à spécifier la même chose avec un produit qui serait représenté par un terme fonctionnel. Alors voici un exemple d'utilisation. J'utilise le prédicat prod ici avec ce premier but pour réaliser une multiplication. Alors, j'ai ressorti mon prédicat i2f de tout à l'heure, j'ai converti 2 sous forme fonctionnelle, 3 sous forme fonctionnelle, les résultats remontent dans les variables a et b, puis j'utilise les 2 premiers slots de prod en entrée avec les variables a et b qui sont instanciées à cette étape d'évaluation du but. La variable c qui n'est pas instanciée me permet de récupérer le résultat, elle est donc utilisée en sortie. Et ce résultat, je le convertis en un entier lisible. Et la valeur de R va donc être de 6, c'est-à-dire 2 fois 3. Dans ce deuxième exemple, j'utilise le prédicat prod pour réaliser une division. Je vais donc convertir les entiers 3 et 6 sous forme de représentation fonctionnelle avec résultat dans les variables a et c. On voit qu'ici, j'utilise le premier et le dernier slot de prod en entrée et que je récupère le résultat dans une variable b qui n'est pas instanciée à cette étape donc d'évaluation du but, qui va me servir de sortie. L'évaluation du sous-but prod de ABC va faire remonter dans B, eh bien, la valeur qui, multipliée par A, donne C, et cette valeur, je vais ensuite, grâce au prédicat F2I, la convertir dans un format lisible en base 10, et ça va me donner la valeur 2. J'ai donc en fait divisé 6 par 3 avec exactement le même prédicat que celui qui m'a permis de multiplier 3 par 2 dans l'exemple précédent. On a là, encore une fois, une illustration de la remarquable capacité de Prolog, donc à faire preuve d'une certaine réversibilité. Alors, pour aller plus loin, pourquoi ne pas spécifier la fonction factorielle? Et là, je propose 2 manières de faire cela. Dans la première version, je dis, en implantant par une clause le cas trivial, que la factorielle de 0, c'est 1, c'est-à-dire S de Z. Et pour le cas général, je dis que si f est la factorielle d'un entier y, et que R est le produit du successeur de y par f, alors la factorielle du successeur de y est R. Encore une fois, dit en temps réel, c'est trop rapide pour qu'on puisse facilement comprendre la structure de cette spécification. Il faut mettre la vidéo en pause un petit peu pour y voir plus clair. Alors, dans la deuxième version, en fait,
j'utilise exactement la même manière de spécifier une factorielle, c'est-à-dire dire que la factorielle de 0 c'est 1, et dire que la factorielle d'un certain entier peut se calculer récursivement en multipliant cet entier par la factorielle de cet entier moins 1. Évidemment, j'ai dû écrire tout ça en utilisant uniquement fact, prod, et puis la convention de notation successeur. Et la différence entre les deux solutions que vous avez là, c'est que c'est simplement en fait l'ordre des sous-buts de la clause qui nous parle du cas général. L'appel récursif de fact est en premier dans la version 1, et cet appel récursif de fact est en second dans la version 2, mais sinon, d'un point de vue logique, ça correspond exactement à la même spécification. Si Prolog était vraiment un langage parfaitement déclaratif, il ne devrait pas y avoir de différence entre l'utilisation de l'une ou de l'autre de ces deux versions du prédicat fact. Mais en réalité, on observe de petites différences. Ce que j'ai constaté, c'est que les deux solutions calculent bien la fonction factorielle et sa réciproque. Donc, avec le but i2f de 4,a qui traduit 4 en un terme fonctionnel qui remonte dans la variable a, puis fact de a et de f où j'utilise f en sortie et a en entrée, bien je réussis bien à calculer la factorielle de 4 qui est 24 sous forme d'un terme fonctionnel f que je traduis sous une forme plus lisible avec le prédicat f2i. J'obtiens donc bien factorielle de 4 égale 24. Et ceci avec les deux variantes du prédicat fact que j'ai présenté préalablement. Dans ce deuxième but, cette fois-ci, je vais demander à Prolog, sur la base de ce prédicat fact, de me dire quel entier a pour factoriel l'entier 24. Je vais donc utiliser mon prédicat de manière réversible. Alors, je commence par traduire 24 sous forme fonctionnelle, puis je réutilise fact, mais cette fois-ci en utilisant le deuxième slot donc en entrée et le premier en sortie. Et puis ensuite, donc je remonte dans la variable a l'entier dont la valeur f, c'est-à-dire 24, est la factorielle. Et puis je convertis, donc pour une meilleure lisibilité, sous une forme décimale. Et j'obtiens bien r égale 4. Donc c'est quand même assez remarquable, parce qu'avec les deux implémentations de mon prédicat, les deux spécifications de mon prédicat, j'ai quand même réussi non seulement à calculer une factorielle, mais aussi à calculer la réciproque de la fonction factorielle. Il n'y a quand même pas beaucoup de langages de programmation qui peuvent faire un tel exploit. Mais si on essaie de continuer l'exécution après la première réponse, alors on constate que la version 1, c'est-à-dire cette version-là, s'arrête pour le calcul de factoriel, mais rentre dans une boucle infinie pour le calcul de sa réciproque. Et ce qui est assez rigolo, c'est que la version 2, elle boucle indéfiniment pour le calcul de factoriel au-delà de la première valeur donnée qui était correcte, mais s'arrête pour le calcul de sa réciproque. Bon, là, on touche à un point sensible du langage Prolog. C'est un langage, c'est vrai, extraordinaire, mais il est quand même très difficile, sans rentrer dans des détails très lourds, très pointus de son fonctionnement interne, il est très difficile de prévoir
si un programme va être réversible ou pas, si un prédicat va être réversible ou pas, et si ce prédicat est susceptible dans certains schémas d'utilisation de rentrer dans une boucle infinie. C'est la limite vraiment de ce langage, mais j'espère quand même vous avoir convaincu à travers ces exemples du très fort potentiel de ce langage Prolog. Et je vous invite à faire des tas d'expérimentations par vous-même avec. Voilà, il est temps de vous remercier de votre attention. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt peut-être, si vous le souhaitez, pour de nouvelles découvertes.